les rendez-vous d'histoire de Blois. Et est-ce que c'était important pour vous durant votre MODA de revaloriser l'histoire et tous les programmes, sachant on déplore un petit peu une histoire tronquée et vulgarisée en tant qu'étudiant. Donc voilà, si c'était un projet pour vous et si cet événement vous inspirait quelque chose. Moi, je suis un grand admirateur du Festival de Blois depuis que je le connais. Je suis souvent venu d'ailleurs. Il se trouve que j'ai plusieurs raisons d'avoir du plaisir à être là. La première, c'est que j'ai enseigné à Blois quand j'étais maître de conférence à Tours. Donc je venais souvent ici, j'aime beaucoup cette ville. Et ensuite, le festival, j'y suis venu parce que j'ai un intérêt spécifique pour l'Amérique latine. J'ai plusieurs fois fait des conférences sur le sujet. Et puis j'en ai toujours profité pour aller aux différents débats et m'instruire, m'enrichir. Donc je trouve évidemment que le Festival de Blois, c'est un des festivals les plus réussis qui soit. L'histoire, c'est une discipline fondamentale. Et le fait que cette année on insiste beaucoup sur Eureka, c'est-à-dire la recherche, le renouvellement permanent, c'est très important. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Je suis journaliste sur Arte et sur France Culture. Je venais aujourd'hui pour France Culture à Blois présenter l'esprit politique. Voilà. Le thème d'aujourd'hui de votre émission était l'éducation, l'école. Oui. Pensez-vous que depuis 1990 à peu près, on subit une crise de l'histoire? Pensez-vous que le fait d'avoir un ministre qui a été lui enseignant peut justement contribuer à résoudre ce problème? Alors comme ça a été rappelé ce matin par les intervenants de notre émission, il est vrai que tout le monde salue beaucoup le fait que Jean-Michel Blanquer vient du Sérail. Après, d'autres l'ont rappelé ce matin, il n'est pas le premier à venir du Sérail. C'était également le cas, par exemple, d'un Xavier Darcos ou d'un Vincent Payon, mais il est certain que ce type de ministre-là, c'est-à-dire qui connaissent réellement le monde éducatif, le métier d'enseignant, le personnel éducatif, sont peut-être jugés comme plus légitimes et peut-être comme moins idéologues pour aborder ces questions. Donc l'avenir nous le dira, on verra si tous les débats qui viennent d'être lancés par le nouveau ministre de l'Éducation sur la sélection, sur la révision du baccalauréat, sur la révision du dispositif APB, sur le retour aux fondamentaux. On va voir si ces annonces-là vont passer de façon plus sereine parce qu'il vient du Sérail, ou est-ce que, comme c'est souvent l'habitude en France, ces thématiques-là vont être investies sur un mode assez polémique et idéologue. D'accord. J'ai remarqué aussi que beaucoup de vos intervenants sur la question de l'école avaient à peu près le même point de vue qu'Idriss Aberkane. Est-ce que vous le connaissez? Vous allez me rappeler, allez-y. Alors, Idriss Aberkane défend un point de vue sur l'école qui consiste un peu à dire que l'école est un grand buffet géant de connaissances pour les élèves. Oui, dans lequel ils peuvent apprendre beaucoup de choses et infiniment. Et en fait, on a un peu modifié la règle du jeu qui consiste plutôt à dire aux élèves d'aujourd'hui, et ben maintenant vous allez tout manger et tout ce que vous aurez laissé, ben vous allez le payer. Et puis si vous en laissez plus de la moitié, et ben vous ne passerez pas dans la classe supérieure. Un peu le système de gavage d'oie, en gros. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement? Et moi, je ne suis pas une spécialiste de ces questions. Je vais pour donner la parole à des personnalités qui ont un regard sur ces sujets-là. Il est certain, en tout cas, et je crois que ça a été bien dit ce matin, d'ailleurs, qu'on peut trouver des terrains d'entente entre une Marie Desplechin et un François-Xavier Bellamy, l'un venant plutôt de la droite de l'échiquier politique et l'autre plutôt de la gauche, l'une étant une romancière, une intellectuelle, l'autre étant un enseignant en philosophie en 80. En effet, qu'il y a une sorte de consensus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à la fois l'un des principaux budgets de l'État français et en même temps ça ne fonctionne pas, qu'il y a un problème de définition de la finalité qu'on veut mettre à l'issue de tous ces moyens-là. Et donc voilà, toutes ces questions-là sont évidemment à repenser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup de moyens, on a laissé s'entrechoquer beaucoup de débats et d'idéologies sur l'éducation, et on arrive aujourd'hui au constat en effet assez général et assez universel d'un système qui ne fonctionne pas. Un système qui date du XVIIIe siècle alors qu'on est à peu près au XXIe en fait. Merci beaucoup. Abdelmalik, bonjour. Nous savons par l'intermédiaire de votre dernier ouvrage, Camus, l'art de la révolte, paru chez Fayard en 2016, qu'il a toujours été pour vous une grande source d'inspiration. Une première question, est-ce que votre présence ici a un désir personnel d'enrichissement culturel, ou est-ce que pour vous c'était un devoir de mémoire? Oui, d'être présent ici à Blois pour la 20e édition. C'est les deux. Pour moi, l'éducation, c'est l'une des clés pour la vie. C'est le cœur de l'éducation, le savoir et la culture. Et être ici, c'est le haut lieu de l'histoire, on va dire, où il y a tous les historiens, et ça fait vraiment sens. Donc pour moi, c'est surtout par rapport à ça, surtout dans le fait que l'éducation est une clé
très important justement pour sortir des problématiques qu'on peut vivre en ce moment. Et à côté de ça, est-ce que vous avez pris le temps de vous rendre à des conférences ou est-ce que vous comptez le faire? Et le thème de cette année, c'est Eureka. Je voulais savoir si ça vous inspirait. Eureka? Oui. Non, l'immigration. Malheureusement, je viens et je repars. Donc je n'aurai pas le temps d'aller à d'autres. J'aurais voulu, mais ce qui est sûr, c'est que Eureka, c'est moi qui suis artiste. Exactement. C'est qu'à un moment donné, Eureka, c'est aussi le cri de l'inspiration, de quelque chose qui nous vient d'ailleurs et qui est peut-être avec quoi on peut créer, avec quoi on fait du lien avec les autres. Donc Eureka, j'ai trouvé, je cherche et je trouve. Vous qui êtes artiste, comme vous le dites, on sait très bien que les rendez-vous d'histoire de Blois, c'est un rendez-vous incontournable pour les maîtres de conférences ou autres historiens. Vous qui êtes artiste, est-ce que l'histoire, est-ce que c'est un pilier fondamental dans l'écriture de vos textes? J'ai une agence de communication aussi. Oui, parce que je raconte une histoire. Il y a la grande histoire, il y a les histoires qu'on raconte. L'agence en communication muséographique. Et donc forcément, j'ai envie de dire, c'est le cœur de mon sujet. Raconter son histoire propre, c'est aussi peut-être raconter notre histoire à tous. En dehors de mon Vous qui êtes artiste engagé et auteur passionné, est-ce que le poids de l'histoire, il a toujours le même rôle prépondérant dans la société française actuellement de votre point de vue? Bien sûr, parce que c'est en connaissant notre histoire qu'on peut pacifier les rapports. Et c'est en regardant même notre histoire la plus dramatique, même la plus difficile, c'est en la regardant en face qu'on peut justement sortir comment dire, d'une certaine manière, pouvoir parler de ces choses et aussi faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas d'une certaine manière. Donc donc donc, le thème de cette année, c'est Eureka, donc les grandes découvertes, l'innovation. De votre point de vue, quelle a été la plus grande découverte jamais faite par l'homme à travers les siècles? La plus grande découverte jamais faite par l'homme à travers les siècles. Les changements jour par série. Je peux vous dire, C'est une petite question. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui permet de nous rassembler, tout ce qui permet de transcender, de dépasser nos différences, tout ce qui permet de faire du lien, tout ce qui permet de nous faire comprendre que l'essentiel est dans la vie, qu'on soit dans la vie, et que finalement mon histoire, la vôtre, enfin toutes les histoires ont leur importance. Et bien, toutes les découvertes qui ont permis ça, de dire qu'on est les mêmes en fait, et qu'on a besoin les uns des autres, et ben, ce sont des découvertes fabuleuses. Donc j'ai pas besoin de préciser lesquelles, finalement. Poussez-le, c'est un beau parleur. Si vous le laissez parler, vous signerez rien. Vous allez voir, il est capable de faire les deux, signer, même pas parler. C'est pour la photo. Que vous inspirent les rendez-vous d'histoire à Blois Eh bien, je trouve ça formidable parce que d'abord, ça rend public l'histoire, c'est-à-dire que c'est public au sens de la faire publicité, mais il y a énormément de monde, donc ça la rend accessible. Je pense que même par rapport à des historiens, reconnus, mais souvent un peu difficiles à approcher, là, il y a une sorte de démocratie, en quelque sorte, de l'histoire, avec les historiens, les professeurs, les élèves, les étudiants, le grand public. Et je pense que c'est assez unique. Il faudrait même démultiplier ce festival. Je crois qu'à Toulouse, il y a déjà un essai, Bordeaux. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait important. Et chaque année, d'ailleurs, le succès est là, au rendez-vous. Et ça, c'est très bien. Et vous voyez un peu une modification du public, peut-être plus de jeunes, d'étudiants, ou plus de politiques aussi? Je suis très, très sensible justement au fait que les étudiants s'investissent, sont là, lisent, interrogent, participent au débat, assistent au débat. Et ça, c'est tout à fait important, parce que évidemment, les étudiants, c'est l'avenir, dans tous les sens du terme, et de l'histoire, et de la famille de l'histoire. Et donc c'est bien, il y a un renouvellement de génération. Et ça, c'est très bien. Et Blois, c'est un peu le centre. Oui, c'est une ville assez historique. Voilà, le centre nerveux en plus de cette histoire. Et effectivement, dans l'ADN de Blois, il y a l'histoire, puisque Blois est une capitale de France. À l'époque où les rois étaient un peu des rois nomades, dans la Renaissance. Puis des événements importants se sont passés à Blois, évidemment. Des événements un peu terribles. Oui. Voilà, comme l'assassinat de Guise, par exemple. Des Guises par Louis III. Enfin voilà, donc histoire ancienne, histoire du présent, il y a tout ça. Et du coup là vous tenez un stand, vous êtes présent sur un stand de livres, mais est-ce que vous profitez de ces quelques jours pour consulter des conférences aussi Oui, enfin dans la mesure où moi-même j'anime une conférence, et puis je m'occupe beaucoup d'édition, j'ai plusieurs casquettes d'enseignants, casquettes de chercheurs, j'écris quelques livres.
et puis aussi casquette d'éditeur. Et là, ça m'intéresse beaucoup. Et ici, je suis à Blois, justement, pour un petit peu valoriser les livres auxquels j'ai participé, que j'ai dirigés, et notamment une histoire de France chez Belin, 13 volumes, et puis une histoire des mondes anciens qui commence. On consulte souvent à la bibliothèque. Dont le 3e volume vient de sortir, La Mésopotamie, qui est un énorme livre de 1040 pages. Et pour moi, c'est un grand plaisir justement de rendre accessible une histoire, c'est ce que je disais au début, un peu réservée aux chercheurs, dans le cadre de séminaires, donc avec des étudiants très spécialisés. Et là, justement, sur des sujets très pointus comme l'Égypte, la préhistoire, la Mésopotamie, c'est un moyen de rendre accessible cette histoire par les documents, par le matériel archéologique. Quelque chose d'un peu plus parlant. Oui, absolument, par les illustrations. Mais les illustrations sont là justement pas pour faire joli, mais comme élément, comme source finalement. Et dans le cahier des charges que j'ai donné à chaque auteur, il y a la nécessité d'expliquer chaque document et d'en faire vraiment une source à part entière. D'accord, et donc selon vous, ce sera un livre qui sera accessible même à des étudiants de premier cycle? Bien sûr. Et d'ailleurs, à l'origine, on pensait faire des livres qu'on appelle pour le grand public cultivé, et on s'est rendu compte en fait que ces livres, je parle de l'histoire de France, avaient un très très grand succès. On a dépassé 300 000 exemplaires, ce qui est tout à fait considérable. Bon, c'est 13 volumes évidemment, mais ça représente pour chaque livre 10 000, 15 000 exemplaires. Donc là, c'est vraiment un vrai succès. Et d'autant plus qu'on a proposé une version un peu de poche, donc accessible, moins cher, et les étudiants, je pense que ça les intéresse. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Bonjour, Jabel Belkacem, on vous avait déjà interviewé l'année dernière. Était-il important pour vous de revenir cette année? Oui, parce que j'ai beaucoup apprécié ces rendez-vous d'histoire de Blois pendant ma présence au ministère de l'Éducation et que je souhaitais garder une fidélité et revenir. La proposition m'a été faite de faire une conférence, ce que j'ai fait ce matin. J'en ai profité pour revenir voir le salon. Voilà. En effet, mon livre qui est sorti au mois de mars dernier raconte l'histoire d'un parcours de l'ascension dans la France d'aujourd'hui. C'est la mienne et j'en profite évidemment pour tirer quelques fils et quelques réflexions politiques sur la société dans laquelle nous vivons.